Je vous propose d'écouter le professeur Marfal, professeur où tu as, enfin Grand Mar, comme je t'appelle, tu as consacré une bonne partie de tes activités de recherche et d'enseignement à la question africaine en France. Donc, quel est aujourd'hui ton regard panoramique, si je puis dire, sur, je dirais, la condition diasporique africaine? Oui, je suis très très ravi de pouvoir échanger avec vous autour de la présence, on va dire, africaine en France, à travers un certain nombre de situations. Il est vrai que pour aller vite, hein, depuis le début des indépendances africaines, des Africains sont arrivés dans l'Hexagone. C'était essentiellement des travailleurs immigrés, des hommes seuls, des célibataires ici en tous les cas, mais qui étaient souvent mariés dans leurs pays respectifs en Afrique et tout ça. Et cette immigration, qui était une immigration économique, a beaucoup évolué et elle est devenue aujourd'hui une immigration de peuplement. C'est-à-dire quoi, une immigration de peuplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes ont fait venir leurs femmes, des familles se sont constituées ou reconstituées ici, des enfants sont nés ici et grandissent ici, des enfants qui sont, pour l'essentiel, qui sont français. Et aujourd'hui, il me semble que, en tous les cas, c'est ce que j'ai découvert à travers notamment une enquête que j'ai réalisée il y a 2 ans auprès de 130 jeunes de parents de 18-24 ans, de parents africains résidant en Aquitaine. Et je me suis rendu compte que ces jeunes-là avaient des ambitions quant au pays d'origine de leurs parents, qu'ils avaient, certains d'entre eux avaient aussi des projets d'installation sur le continent africain, etc. Mais que ces jeunes aussi rencontraient des difficultés importantes dans la société française parce qu'ils se considèrent comme français d'abord et avant tout, et parce qu'ils sont français d'abord et avant tout, mais qu'ils sont aussi regardés par la société française comme étant des Noirs. Et donc cette question, la question ethnique et raciale est apparue très fortement au cours de l'enquête que j'ai réalisée. Ça veut dire quoi sur le fond? Ça veut dire avoir des parents originaires d'Afrique, pour ces jeunes-là, ça veut dire aussi rencontrer des difficultés dans leur parcours, dans leur trajectoire en tant que personne, en tant qu'individu. Et ces obstacles-là, on va les nommer relativement aisément à travers la question du racisme et à travers la question de discrimination. Quel que soit le parcours, quel que soit le background, les diplômes, tout ça que les jeunes ont pu posséder, ils rencontrent dans leur vie personnelle, dans leur vie quotidienne, des difficultés qui sont liées au logement, l'accès au logement, l'accès à la culture, etc., etc. Donc, c'est des vrais problèmes, me semble-t-il, dont il faut discuter par rapport à la question dite des diasporas africaines. Et il me semble qu'aujourd'hui, le travail notamment qui a été entamé sur Bordeaux à travers notamment les journées nationales des diasporas africaines, ce travail doit être approfondi, me semble-t-il, pour donner du sens, un véritable sens à la présence de la diaspora africaine en France. Et pour moi, mais je vais m'arrêter là-dessus, il faudrait que les institutions de la République, parce que à l'issue, par exemple, du sommet Afrique-France de Montpellier, il y a eu le rapport Archibembe, qui préconise notamment la création de la Maison de l'Afrique et des diasporas.
Et il me semble que dans ce processus-là, où ce processus-là, pour l'instant, ne prend en compte qu'une partie infime des attentes et des besoins des populations africaines. Il me semble que cette maison-là, la constitution de cette maison-là doit partir de fondations solides. Les fondations solides dont je parle, c'est ce que fait par exemple Pierre de Gaëtan-Dicam, c'est les enquêtes qui partent du terrain, du territoire, des personnages, et à mon avis, il faut partir de ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci, merci professeur d'avoir ainsi planté le décor. Lovarinel, tu es toi-même né en France, hein, tu as grandi ici, tu as un certain nombre d'engagements, tu as été présidente encore récemment du Conseil représentatif des associations noires de France, tu es aujourd'hui fondatrice et présidente de Couleur République et porte-parole de Pluriel. Cette description, puisque description, en tout cas cette lecture de la condition diasporique africaine, qu'est-ce que cela te renvoie comme enseignement? Oui. Merci. Pardon. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, pour ajouter, j'ai aussi eu la chance de faire partie de ces rares Africains, en fait, français d'origine d'africaine. Moi, je suis partie vivre à Madagascar. J'ai été conseillère du président de l'Assemblée, du président de la République sur les questions de défense et de sécurité. Et ça m'a permis de voir aussi l'Afrique en interne, en tant que franco-malgache. Comme me disait ce matin Monsieur Zinsou, bien souvent à Madagascar, on me dit que j'étais la française de service. Et la discrimination, on la vit des deux côtés. Et c'est intéressant de le dire, c'est que la France n'est pas l'alpha et l'oméga, n'a pas l'exclusivité du rapport à la discrimination. On l'a beaucoup en Afrique, mais c'est le propre en fait du transfuge. Parce que derrière la question finalement de ce que vous disiez tout à l'heure sur la discrimination, il y a un peu, le mot qu'on ne dit jamais, c'est la lutte des classes, qui est consubstantielle à la lutte des races, et nous, concernant nous, c'est consubstantiel à la lutte historique. C'est-à-dire que comment cette petite Africaine, qui ne l'est plus d'ailleurs, c'est une enfant d'Afrique, qui a été éduquée en France, vient se permettre d'interpeller le président, parce que j'ai fait partie de ces jeunes qui ont interpellé le président publiquement, mais au nom de qui? Pourquoi? Mais elle se prend pour qui celle-là? Parce que ça, je l'ai vu, j'ai entendu. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour les mêmes critiques, j'ai aussi reçu beaucoup de messages de sympathie, parce qu'il fallait briser un tabou. C'était l'emprisonnement presque du rêve idéologique qu'on devait porter. Je n'ai pas les épaules pour porter toutes nos fantasmes, nos complexes. J'ai assez des miens, beaucoup de mes parents, beaucoup de ma famille, encore ceux du pays. Si encore je dois charger les 53 autres pays africains, la charge est lourde. Et en fait, dans la question, moi de la diaspora, et pour répondre au panel, on s'est tous tournés toute la journée sur notre rapport à l'Afrique. Mais notre citoyenneté française, pour ceux qui le sont, comment on s'engage? Est-ce qu'on est noir quand on est noir? Est-ce qu'on est originaire quand on est arabe? Est-ce qu'on est forcément de gauche? C'est ça la question. Et quand moi, j'ai eu la chance d'être présidente du CRAN, donc un peu la successeur de Fodé Silla dans tout ce qu'il a fait. Pendant très longtemps, on a été effectivement, et à juste raison d'ailleurs, mis à gauche. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que je fais partie de ces CSP+, c'est portefeuille à droite et cœur à gauche. Alors comment ça se passe au niveau de tout ça? Je ne me sens pas à l'aise avec des propos très clivants sur le mépris de classe, mais à l'envers, pour ceux qu'on dit effectivement privilégiés. Parce que la grande question, et ce que je n'ai pas entendu tout à l'heure sur la question de l'éducation, je reviens et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est de l'éducation naissent les grandes nations. C'est valable pour tout le monde. Aussi en Afrique, la question c'est comment nous, diaspora, on doit impulser une dynamique avec cette double nationalité, cette double culture. Alors on appelle ça binational, afropéen, franco-africain, on ne sait jamais trop. Mais en tout cas, on a cette double culture qui est enrichissante. Comment on fait pour réajuster des curseurs d'arbitrage en Afrique sur des politiques nationales, voire continentales? Il est là l'enjeu. Alors je reviens d'un sommet UEUA, où effectivement, voilà, on a été sollicité en tant que société civile sur quels sont les points abordés. Et auprès de la diaspora, je leur dis, mais attendez, excusez-moi, on a une diaspora européenne en Afrique.
pourquoi on regarde toujours la diaspora africaine comme si en fait il n'y avait pas de, pardon de le dire, de blancs européens en Afrique, qui gagneraient peut-être d'ailleurs à être coordonnés, qui gagneraient d'ailleurs à rencontrer une diaspora africaine en Europe, et qui peut-être auraient des choses à dire, comme rien à se dire aussi. Mais ces ponts-là, ça pose un impondérable, c'est la capacité peut-être de ceux qui ont les moyens de le faire, de se débarrasser aussi, je pense, de certains complexes. Moi, je n'ai pas de problème autour de la table quand on parle d'intérêt à dire « oui, je suis africain, toi, je suis française ». En face, si j'ai un Allemand, je dis « mais toi, qu'est-ce que tu fais en Afrique ?» Et c'est vrai que ce côté-là, je crois que moi, je fais partie de cette génération, peut-être de cette histoire, qui se permet de le faire. Et je crois que ce coup de pouce, en tout cas celui que je peux faire, c'est accompagner mes petits copains, en l'occurrence malgaches, qui sont parfois un peu timides, peut-être gênés et complexés pour de mauvaises raisons, à dire ce qu'ils veulent dire, et ce n'est pas parfois dans des rapports arrogants ni violents, de dire ce qu'ils veulent dire à leurs amis européens dont ils ne savent jamais comment prendre le bout, sans passer par soit le culte de la médiocrité, soit celui de la mendicité, soit celui du subordonné au grand patron. Donc, moi, je crois qu'on a une dynamique politique qui s'est inscrite et la France est assez précurseur. Je vois tout ce qui se fait, l'Union européenne, il y a eu quand même le Conseil présidentiel pour l'Afrique, et merci d'avoir permis tout à l'heure d'étaler ce qu'ils ont fait. En fait, il ne faut pas se contenter, il faut avancer, accepter qu'on a posé des jalons, il y a des routes à faire, il y en a plusieurs. Je tiens à dire que l'Afrique, ce n'est pas non plus que les start-up. On a besoin de magistrats, on a besoin d'enseignants, on a besoin de médecins, on a besoin en fait de fonctionnaires, mais pas que, on a besoin de plein de choses. Et l'enseignement qu'on peut avoir d'un monde occidental, parce que c'est un peu ça, de l'étranger, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne finalement en Europe et en France, qu'est-ce qu'on peut, on va dire, permettre de donner au continent africain, et qu'est-ce qu'en Afrique, nous, on peut aussi ramener en Europe. Moi, je n'ai pas de complexe à dire, il y a plein de choses que, voilà, une culture, et en pleine période électorale, croyez-moi que la guerre culturelle... Bien, très bien, on a donc une franco-malgache qui n'est pas timide, et donc du coup, on va revenir vers toi tout à l'heure. Non, mais tu passes le micro à Abdé. Donc, Abdé Samad, tu as... plusieurs casquettes, dont la principale est d'être un acteur de l'entrepreneuriat des territoires dits de quartier. Hein. Donc, cela fait une vingtaine d'années que tu portes cette ambition de voir prendre en considération toutes les énergies et la plus-value sur ces territoires-là. Et je voulais te demander un peu, effectivement, ce que l'expérience de ANGE, Association nationale des jeunes entrepreneurs, t'a apporté dans la manière dont tu te mobilises, toi, en tant que diaspora franco-marocaine. 1, 2, c'est bon. Moi, ce que je vais te donner un petit peu mon sentiment par rapport à cette problématique qui n'est pas nouvelle et qui, dont des séminaires, des colloques, des conférences, des rencontres abordent régulièrement. Mais je vais partir d'un point de vue un peu pratico-pratique et pragmatique, sachant que, en effet, moi, je suis sur la question de l'entrepreneuriat depuis maintenant un certain nombre d'années. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que d'abord, c'est une passion, d'abord, et on ne fait jamais aussi bien que quand on œuvre dans quelque chose qu'on aime. Et l'entrepreneuriat est une question stratégique également en Afrique, évidemment. J'en reviens, tu le disais, je suis revenu il n'y a même pas 2 jours. Hier, je crois, je ne me rappelle plus, il y a le décalage. Et là-bas, au Maroc, pour ne parler que de ce pays-là, que je connais bien, cette force, cette énergie, vous le voyez bien de toute façon, et tous les Africains qui passent du continent africain à l'Europe et en France le voient très très bien. Je pense que moi qui fais des allers-retours très régulièrement, vous voyez bien que quand vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, il y a du mouvement. Il y a du défi, il y a du combat, et que lorsque vous passez de l'autre côté, ici en Europe, vous voyez bien que les gens sont quand même un certain nombre établis sur des certitudes, sur des idées reçues, sur des choses qui sont assez stables dans leur tête.
sans parler de l'accueil qui est froid, comme parfois la météo. Et donc l'entrepreneuriat, c'est une problématique qui peut énormément servir de part et d'autre et relier les deux continents. Au Maroc, par exemple, les universités, les écoles privées, etc., se sont emparées du sujet et on sent bien qu'il y a un mouvement. Alors certes, lorsqu'on regarde les choses en absolu, on peut se désoler, il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est certain. Mais lorsque vous regardez un peu les dynamiques, parce que c'est ça qui nous intéresse, lorsqu'on observe les choses, on regarde les dynamiques en place, les mouvements, et on voit bien que sur ce continent, et pour ce qui est du Maroc, l'énergie, le mouvement est là, sans aucun doute. Je pense que, je le dis très souvent pour caricaturer, j'aime les deux pays, que les choses soient très claires, je suis... L'un, on ne peut pas choisir, comme on dit très souvent, entre son père et sa mère. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne choisirai jamais entre mon père et ma mère. Donc l'un, c'est ma mère, l'autre, c'est mon père. La France, c'est le Maroc. Mais on voit bien que de l'autre côté, il y a du mouvement, une dynamique, etc. Ça, c'est première remarque de façon un peu globale. Deuxième remarque, on a très souvent eu, malheureusement par le passé, l'habitude d'un petit peu de se plaindre, d'avoir un petit peu cette approche victimaire, etc. Et moi, je suis plutôt de tempérament pragmatique. Vous savez, c'est comme William Ward, je crois, qui disait, quand le vent, le pessimiste, il regarde le vent et il se désole qu'il soit dans un sens. L'optimiste, il espère que le sens du vent va changer, mais le pragmatique, lui, il adapte ses voiles, quoi. Donc, voilà. Nous, voilà. Et aujourd'hui, je crois que ce qui peut être un enjeu stratégique, économique, politique, entre les deux continents, c'est en effet la diaspora. La diaspora doit jouer un rôle fondamental de part et d'autre. Je veux dire, par exemple, la diaspora marocaine dans le monde, c'est 1,5 million. Enfin, c'est 5 millions, mais pour ce qui est de la France, c'est 1,5 million. C'est pas rien. Et donc le Maroc, pour finir, pour pas être trop long, je pense qu'on reviendra, je passe en revue assez rapidement. Le Maroc, très tôt, a pris conscience de cet enjeu-là. Je veux dire, il a créé un ministère des MRE, on les appelle les MRE, il a investi énormément. Vous savez, l'économie du Maroc est basée sur 3 grands piliers, le phosphate, premier producteur mondial, le tourisme et les MRE. Donc lui, enfin, le Maroc a compris très tôt que la question des diasporas marocaines est un enjeu stratégique et même, voilà. Et donc, à ce niveau-là, je crois que le Maroc peut être un petit laboratoire d'études, bien qu'il y a plein de choses qui vont pas il encore. Il est déjà un laboratoire, raison pour laquelle nous allons avoir donc l'expression société civile de ce laboratoire à travers donc le témoignage de Maître Raja Kata, qui est avocate au barreau de Bordeaux et surtout, pour le thème qui nous concerne aujourd'hui, fondatrice du tout jeune réseau Agora des élus. Voilà, Raja. Oui. Merci Pierre de Gaëtan. Alors je souscris déjà à ce qui a été dit. Hein. C'est vrai qu'on est un peu dans une situation schizophrénique par certains aspects, parce que quand on est en France, on se sent un peu africain, mais quand on est en Afrique, on se sent un peu français. Et puis on a le portefeuille de droite, mais le cœur à gauche. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense que nous, notre rôle quand même en tant que diaspora africaine, c'est tout simplement de construire des ponts en fait. Entre voilà, l'Afrique et la France. Construire des ponts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aider à l'insertion, ici, de la diaspora africaine. Je pense que ça fait partie aussi de notre rôle, nous qui avons aussi, par certains égards, réussi. Je pense que notre rôle, c'est d'aider aussi les diasporas à s'insérer culturellement, économiquement et à réussir, en fait, dans les pays d'accueil, mais c'est aussi ne pas oublier la mère patrie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas le pays d'origine en fait, et l'aider à se développer, parce qu'aujourd'hui l'Afrique, tout est à faire en réalité. Enfin, on en parlait, Pierre de Gaëtan, la gestion du risque par exemple en Afrique, c'est tout un sujet, et il n'y a pas que la gestion du risque, il y a toute une série de sujets dont il faut se saisir, et je crois que c'est aussi notre rôle, nous, en tant que diaspora,
de se saisir de ce sujet-là. Tu as bien dit, Abdé, qu'au Maroc, effectivement, les autorités avaient pris la mesure, en réalité, de la diaspora marocaine dans le monde, et à tel point on est considéré comme étant la 13e région du Maroc, donc c'est dire l'importance, effectivement, de la diaspora marocaine pour le Maroc. Mais pour rebondir, merci Pierre de Gaëtan, sur la création de l'Agora, effectivement, je suis cofondatrice, je ne suis pas fondatrice unique de l'Agora. C'est un réseau que nous avons cofondé avec Rizlen El Greni et Fatia Bozdag, et on est parti du constat, moi je suis une ancienne élue, j'ai été élue à la mairie de Parampure sous le précédent mandat, et en fait on était parti du constat que c'était pas facile de s'engager en politique en réalité quand on est une femme, mais aussi peut-être quand on est une femme issue de la diaspora, peut-être. On n'a pas forcément toujours les codes, on n'a pas forcément l'expérience nécessaire, et l'idée c'était aussi d'accompagner les femmes qui veulent s'engager en politique et ou en affaires, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est aider aussi les diasporas à s'insérer économiquement, culturellement, politiquement dans les pays d'accueil. Merci de ce témoignage, Raja. On va pas trop s'éloigner. Quand on est au Maroc, en tout cas dans la relation franco-marocaine, on n'est pas très loin de la relation franco-algérienne, donc on n'est pas très loin, donc juste un petit pas, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt Pessac, c'est plutôt Pessac, voilà. C'est plutôt effectivement la pessacaise aussi, donc c'est l'algéro-pessacaise. Voilà, donc Zineb Lounissi, qui est ma collègue au conseil de Bordeaux Métropole, qui est adjointe à la mairie de Pessac, mais qui d'abord est radiologue, donc extrêmement engagée bien sûr, mais aussi dans son activité professionnelle, soucieuse de développer des ponts professionnels, des ponts humanitaires. Voilà, en tout cas, je voudrais saluer ici ton engagement constant, extrêmement significatif. Donc, ton témoignage, ma chère Zineb. Merci beaucoup. Au bout de 3-4 minutes, tu m'arrêtes, Pierre. Je te donne la permission. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. L'Algérie mène 1-0 à la 42e minute. Oh. But de Slimani. C'est pas vrai. Bon, allez, c'est bien. Vive l'Afrique. C'est bien. C'est la 42e minute, attention. Ce n'est que la première mi-temps. L'Algérie n'a pas encore gagné. Bon, bref. Écoutez, je suis d'abord ravie d'être parmi vous. Donc, je tiens à remercier Pierre de Gaëtan qui me fait confiance, qui est un ami. Samuel Eto'o nous apportera la victoire demain, vous savez. Oui, voilà. évidemment. Et que le meilleur gagne. Bien sûr, et je tiens à souhaiter la bienvenue aux délégations africaines qui sont présentes. Moi, je voudrais avant tout vous donner une définition que j'ai trouvée intéressante, parce que à la table ronde qui vient de passer, quelqu'un disait c'est difficile de définir une diaspora. Et j'ai trouvé une définition, je vais vous la lire. Alors, définition des diasporas: émigrants et leurs descendants qui vivent hors de leur pays natal ou du pays de leurs parents de manière temporaire ou permanente, tout en conservant des liens affectifs et matériels avec leur pays d'origine. Et je trouve, en ce qui me concerne, c'est une définition qui me va bien. Après, je voudrais juste rappeler, parce que j'ai révisé un peu, je ne suis pas une spécialiste, j'ai révisé. En France, les diasporas, potentiellement, c'est 20% de la population française. Alors j'ai envie de dire, si la diaspora était un parti, nous serions qualifiés au deuxième tour des élections. Je ne peux pas résister à cette tentation. Et enfin, la diaspora africaine en France représente 50% de la diaspora africaine d'Europe. Donc c'est dire la force que nous pouvons représenter en France, mais il me semble que cette force, nous n'en avons pas toujours conscience. Et donc moi, j'appelle et je milite, entre autres de mes différents engagements, à notre organisation, à notre structuration, à notre coordination, à notre mise en commun de nos différentes compétences, dans un premier temps. Après, le thème, pour rester dans le thème du sujet, la relation entre la diaspora et l'Afrique, la diaspora et l'Europe et la France. Alors, moi, je suis médecin, je fais donc un diagnostic. Et le diagnostic que je fais, à mon niveau, bien évidemment,
c'est celui que cette relation entre l'Afrique et la France ne se porte pas bien, pour ne pas dire est malade. Je ne vais pas parler de la relation entre l'Afrique et l'Union européenne. Elle est pratiquement... il y a quelques tentatives avec les derniers sommets Union européenne, Afrique, mais à mon avis, pas suffisamment forte au niveau politique. Et j'ai identifié les symptômes, les causes de cette pathologie. Donc, pour ne pas... 3 minutes et demie, c'est toi qui m'as autorisé à t'arrêter. Alors, donc je fais un état des lieux et je me dis que cette relation est malade, d'abord parce qu'il y a un contentieux historique avec certains pays qui persiste. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que la décolonisation, dans certains territoires, s'est faite dans la brutalité, dans la douleur. Et pour être né en Algérie en 60, je n'ai pas connu la guerre d'Algérie, mais elle a été une guerre difficile, avec des victimes des deux côtés. Donc c'est aussi un élément qui crispe et qui fige cette relation. Le troisième point que j'identifie, c'est d'une certaine manière, et vous allez peut-être me dire que je suis un peu dure, c'est la faillite de l'aide au développement qui n'est pas allée dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des Africains, et on sait qu'elle est colossale, mais qui malheureusement est allée dans des poches ou dans différentes... je ne voudrais accuser personne, mais tout le monde comprendra le niveau de corruption qui existe dans certains pays. Bien évidemment, si je dois parler de l'aide au développement, je dois forcément parler de la gouvernance en Afrique. Et la gouvernance en Afrique est faible. Et c'est ça, je pense que le cœur de la relation qui doit naître entre l'Afrique et l'Union européenne ou la France, c'est justement la gouvernance qui est en Afrique. Mais malheureusement, les gouvernances en Afrique sont fragiles, sont pas à la hauteur des espérances du peuple africain. Je rajouterai, et ça, on le voit tous les jours, c'est l'émergence de nouvelles puissances conquérantes qui font de l'Afrique, du fait de la faiblesse de la relation de l'ex-puissance coloniale, en effet, leur nouveau terrain de chasse, leur terre d'influence. La Russie, l'Inde, la Chine, quand on voit le dernier sommet Chine-Afrique et le dernier sommet Poutine, enfin Russie-Afrique, mais il n'a absolument rien à voir avec le sommet que le président de la République a tenté de mettre en place il y a quelques jours. Et je vais rajouter presque comme une malédiction. Vous voyez, moi je le mets dans une malédiction. C'est la richesse du continent africain. C'est vraiment cette richesse qui fait de lui, encore à ce jour, une convoitise. C'est vrai que cette richesse, on est bien content, puisqu'elle permet, notamment en Algérie, on vend du pétrole, on achète du blé, rendez-vous compte. Mais c'est aussi quelque part notre malheur, doublement, parce que d'une certaine manière, nous sommes des pays rentiers, et du fait de cette richesse qui existe, nous ne nous retroussons pas suffisamment les manches. L'Algérie était le grenier de l'Europe. Voilà, tout simplement. Je rajouterai dans mon analyse l'échec de l'Europe qui n'a pas su parler à la diaspora. C'est un fait. La diaspora n'est pas suffisamment représentée en France, encore moins en Europe, mais dans les instances qui décident. Et les instances qui décident, ce sont les instances politiques. Mais bien sûr que tout ce que vous avez dit, même si je n'étais pas là pour l'entrepreneuriat, pour l'éducation, est fondamental. Mais ce qui est fort pour une diaspora, c'est d'être représenté d'un point de vue politique, aussi bien en France, mais également dans les pays d'origine. Et il y a des initiatives qui sont louables. Le Sénégal réserve 15 places de députés à la diaspora. Vous voyez, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Très bien. Et pour finir, tu vas m'arrêter, c'est ce qui a encore aggravé cette relation. Je ne parle pas de ce qui se passe au Sahel, hein. Ce n'est pas la peine. C'est le numérique. C'est que maintenant, les peuples africains sont connectés.
la jeunesse africaine est connectée, elle est informée, et donc on ne peut plus lui raconter des bobards. Voilà. Absolument, absolument. Alors, on peut d'autant moins lui raconter des bobards que, s'agissant de l'organisation, eh bien, on a ici, sur cette scène, une personnalité qui, depuis maintenant plus de 20 ans, s'est engagée dans l'organisation de cette diaspora, et pas la moindre, la diaspora féminine, à travers l'organisation des femmes africaines de la diaspora. Donc, j'ai nommé Suzanne Bennoun, qui peut donc effectivement nous apporter ce regard féminin de l'organisation tant attendue par Zineb. Merci beaucoup. Merci à toute l'assistance. Merci Pierre de me donner l'opportunité de parler de la diaspora africaine féminine, très important. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à une femme qui a interpellé PDG. PDG, ce n'est pas président directeur général, hein? C'est M. Pierre de Gaëton. Lors de la première rencontre à Bordeaux qu'elle animait, à la fin, elle lui a dit « Où sont les femmes ?» Madame Denise Epoté. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui... Je vous prie de bien vouloir applaudir pour Denise qui est avec nous voilà, en cœur et en pensée. Voilà, parce que c'est aussi l'une des faiblesses des femmes. On ne sait pas reconnaître les valeurs des autres femmes. Parlons de la diaspora féminine et des difficultés entre... Il n'y a pas que les difficultés, hein, mais il y a du bon. Ça fait plusieurs années que nous avons engagé cette démarche de la reconnaissance de l'apport de la diaspora féminine. Et c'est toutes les catégories de femmes, hein? C'est toutes les catégories de femmes. Oui, oui, toutes les catégories de femmes. Toutes les générations même. Exactement. La reconnaissance de leur apport, pas seulement en Afrique, mais en France, en Europe. Parce que depuis ce matin, on parle de la diaspora vers l'Afrique, mais on ne parle pas assez de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut amener de l'Afrique vers la France? C'est très important, parce que si on parle du pont, c'est l'aller-retour. Et on a beaucoup à apporter à cette France, des bonnes choses, et des bonnes connaissances et des bonnes richesses qui viennent de l'Afrique. Ça, ce n'est pas assez dit. Et c'est pour cela que parfois, les Français de souche, ont l'impression que nous ne sommes là que pour consommer. Mais on n'apporte rien. Et c'est pour cela que nous avons engagé cette démarche, particulièrement nous les femmes. Et nous les femmes migrantes, en attendant nos enfants qui sont de la diaspora. Donc, depuis un certain nombre d'années, on a engagé cette... Je vais vous raconter l'anecdote. Quand nous avons créé l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, j'ai appelé le secrétariat d'État chargé des femmes pour être identifié comme réseau féminin. Mon interlocutrice à l'époque, je lui donne l'objet de l'association, l'entrepreneuriat féminin, machin, et elle me fait « Ah bon? Les femmes migrantes créées en France ?» Oui. Dans son ignorance, elle ne peut pas comprendre que nous parlons de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une stigmatisation qui existe, l'image de la femme africaine qui existe. Et quand on regarde aujourd'hui, l'Afrique est le continent où les femmes créent le plus au monde. Mesdames, vous pouvez en être fiers. Parce que si c'était l'Europe qui était le premier continent de l'entrepreneuriat féminin, on ne parlerait que de ça. Mais ça, ce n'est pas assez dit. Une entreprise, à peu près une entreprise
sur 2 est créé par la femme africaine, en Afrique. Et le paradoxe, c'est qu'elles sont à peine 20% à avoir un compte bancaire et à peine 10% à bénéficier d'un crédit. C'est pour ça que tu as Vous ne voyez pas le génie de la femme africaine? L'inclusion financière, tu avais lancé un programme. Et quand on revient à la diaspora, cette diaspora dont on demande est-ce qu'elle crée en France? En tant que réseau d'accompagnement, nous avons accompagné un certain nombre de projets. Un partenariat avec HEC d'ailleurs. Oui, vers l'Afrique. Et en moyenne, aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour encourager l'entrepreneuriat des femmes de la diaspora. Il y a des dispositifs qui soutiennent l'entrepreneuriat des femmes en France. Il y a des dispositifs dans nos pays, mais entre les deux, il n'y a rien. Mais les femmes, dans les différents programmes que j'ai accompagnés, le dernier en date, c'était le programme Dias Invest, donc Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun, a fait allusion aujourd'hui, 34% de femmes. Dans un fourre-tout où il y a des hommes et les femmes, et que les hommes viennent avec leur grosse machine, et que quand une femme apporte un projet ambitieux, on commence à dire « Oh, c'est trop ambitieux », elles ont quand même été 34%. Alors, lors de la clôture de ce programme, je n'ai pas manqué de leur dire que ces 34% ne représentent pas la réalité de la diaspora féminine camerounaise. Si on met un programme spécifique pour les femmes, vous aurez 50%, peut-être même plus. Parce qu'en matière de transfert d'argent, aujourd'hui, les femmes transfèrent l'argent autant que les hommes. Ça, ce n'est pas assez dit. Quand on dit que la diaspora est le premier bailleur de fonds de l'Afrique, mesdames, vous y participez à 50%. Dans certains pays, elles transfèrent même plus. Donc, moi, ce regard croisé, cette relation croisée, j'ai toujours dit aux collègues françaises que soyez humbles, parce que nous avons des choses à apprendre de vous, mais vous avez beaucoup à apprendre de nous. En France, une entreprise sur 3 est portée par les femmes. En Afrique, une entreprise pour 2 est portée par les femmes. Et en France, il y a plus de moyens. Si vous êtes humble et vous regardez comment font les femmes africaines sans moyens, sans accompagnement adéquat pour être 1 sur 2, eh bien, la France, je me souviens encore à l'époque de M. Hollande, Mme Belkacem s'était donné pour objectif d'atteindre 40% des femmes qui vont entreprendre. Elle est partie, on est encore à 30%. Très bien, donc on va espérer que les prochaines semaines nous permettent de dépasser le cap de 30. Et justement, belle transition, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Rachel Kahn. Rachel Kahn a, je disais tantôt, plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, et parmi lesquelles une certaine idée de l'engagement en politique, hein, puisque tu as servi, chère Rachel, en plusieurs cabinets, et non des moindres, notamment en Île-de-France, et que tu fais plus que côtoyer, n'est-ce pas, les décideurs politiques d'aujourd'hui et peut-être de demain. Et je voulais, toi qui es si engagé sur les questions de diversité, de représentativité, voilà, de finalité, voilà, donc un peu donner ton regard finalement sur cette question. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève, même s'il y a énormément de choses à dire. Vraiment, il y a énormément de sujets. Et merci de ton invitation. Déjà 9 ans, c'est incroyable à quel point ça passe vite. Et vraiment, je te remercie et te félicite pour l'organisation de ces journées. Elles nous sont précieuses.
Je partage sur les questions de citoyenneté et d'égalité, évidemment, de lutte contre les discriminations et de pont en réciprocité. Peut-être juste revenir sur ce mot diaspora. Moi, je fais partie d'une double diaspora. Donc, je suis franco-gambienne, mais aussi juive par ma mère. Et les organisations sont différentes et j'ai quand même aujourd'hui une pensée pour la diaspora qui est malheureusement à venir, la diaspora ukrainienne que nous allons recevoir partout dans le monde. Pour moi, la diaspora, c'est le chaos. Nous sommes le fruit d'un chaos. Et je crois que notre mission, à nous tous individuellement, c'est d'avoir à réparer ce chaos, à transcender cette souffrance très positivement. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et quelques points juste, parce que je partage notre apport. Je pense qu'aujourd'hui, cette diaspora et ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, la manière dont nous battons avec la tête haute en tant que femmes, avec les hommes, c'est que j'ai l'impression que nous apportons au réel. Et moi, ce que j'essaie de faire auprès des dirigeants, c'est de leur dire, et la diaspora est le fruit de ça, la symbolique de ça, de notre interdépendance au niveau international. On le voit, on l'a vu malheureusement sur des sujets dramatiques que sont le terrorisme au niveau international, mais aussi on l'a vu avec la pandémie de Covid. Nous, on est le fruit de ça. Et c'est Édouard Glissant qui disait, en parlant du mot créolisation, il ne disait pas la créolisation, c'est tous boire des petits punch ou être habillé en madras. La créolisation, c'est très précisément entrer en relation avec l'autre dans ce pont et dans ces liens pour pouvoir se sortir du chaos, pour tisser nos humanités et relever nos humanités. Moi, je parlerai, là, dans les enjeux, vous avez dit les choses, le fait d'être structuré très fortement en tant que diaspora pour pouvoir peser. Parce que l'Europe qui est en train de se construire avec la guerre aujourd'hui, ce chaos-là, l'Europe ne pourra pas se construire sans l'Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique et ce que nous sommes permet de mettre en lumière l'état du monde. Et si je peux juste lire quelques mots de Senghor sur cette chose-là. Je ne fais pas de chauvinisme sénégambien, mais je me permets quand même un peu. En Afrique, il est explication et connaissance du monde, c'est-à-dire participation sensible à la réalité qui sous-tend l'univers, à la surréalité, plus exactement aux forces vitales qui animent l'univers. Et je crois que si on ne comprend pas l'Afrique, alors on ne comprend pas le monde. Merci Rachel, merci. Et donc cette Afrique, c'est d'abord, évidemment, c'est la diaspora, mais c'est d'abord, n'est-ce pas, cette Afrique qui nous vient du continent, et nous avons sur cette scène deux personnalités africaines. Donc la première, c'est Jacques-Jonathan Niembe, qui a cofondé et qui préside un think do tank, Okwelians. Donc tu engages plusieurs jeunes, et pas que des jeunes, aussi des sages comme nous, sur le chemin de l'engagement pour un Cameroun nouveau, une Afrique nouvelle, un monde nouveau. Voilà. Et alors, vu de cette perspective-là, comment tu vois le rôle des diasporas, toi qui es effectivement au quotidien sur le continent? Merci beaucoup Pierre de Gaëtan, merci encore pour l'invitation et puis félicitations pour cette 9e édition. Alors effectivement, on parlait des diasporas, il y a eu beaucoup de perspectives qui ont été partagées. Vu du Cameroun, disons qu'on dit Okwelians part déjà d'une volonté, c'est de réinventer la société. Réinventer la société pour qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit plus participative, qu'elle soit plus collaborative. Et quand on regarde au Cameroun, les diasporas, comme je le disais, c'est environ 6 millions de personnes, donc c'est plus d'un cinquième de la population. Et on ne peut pas repenser un Cameroun nouveau, un Cameroun différent, sans intégrer
un cinquième de la population. Et donc l'enjeu pour nous, déjà le premier, c'est de créer une véritable stratégie d'engagement de la diaspora dans les efforts de transformation économique, politique et sociale du Cameroun. Donc c'est véritablement ça pour nous qui est d'abord important. C'est vrai qu'on a parlé des exemples du Maroc et d'autres pays qui sont engagés. Le Cameroun aussi a mis en place des efforts, mais il faut une véritable stratégie d'engagement. Pour avoir cette véritable stratégie d'engagement, il y a plusieurs pistes et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Mais pour moi, il y a deux choses déjà. La première, c'est déjà d'avoir une prise de conscience de ce que les diasporas sont aujourd'hui un enjeu géopolitique. Parce qu'il faut le dire, on a parlé de cette double identité, de ce double positionnement. Il y a certainement une réconciliation à trouver, mais vu du Cameroun, vu d'Afrique, on doit aussi se dire que désormais, quand on parle de construire une nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique, une nouvelle alliance entre le Cameroun et l'Afrique, forcément, c'est une alliance entre les peuples. Et au sein de ces peuples-là, les diasporas vont jouer un rôle important, un rôle décisif. Donc il nous appartient aussi à nous de réfléchir pour voir comment est-ce que ces diasporas-là peuvent être, par exemple, des acteurs du rayonnement de notre pays à l'étranger, comment est-ce qu'elles peuvent participer aussi d'une certaine manière à pousser un certain nombre de prises de décision dans d'autres pays en faveur de notre pays, comment est-ce que, je dirais, ces diasporas peuvent être finalement un relais de l'action diplomatique de nos pays. Donc je pense que ça, c'est la première chose déjà, c'est d'avoir cette prise de conscience de ce que les diasporas sont un enjeu géopolitique majeur à partir de maintenant, et ça l'a été déjà un peu depuis, mais ça le devient davantage. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on doit passer aussi à un préalable. J'ai beaucoup aimé la définition tout à l'heure. On a dit les diasporas, c'est le lien affectif, j'ai noté, et matériel. Mais l'enjeu, je pense, pour nous, dans cette stratégie d'engagement, parce que ce lien affectif et matériel, personne ne peut l'enlever. Que quelqu'un soit partout dans le monde, il a toujours un sentiment d'attachement. Mais l'enjeu ici, c'est de passer de ce lien affectif et matériel à un lien institutionnel. Un lien institutionnel entre les diasporas et les pays d'origine, puisque c'est de ça dont on est en train de parler. Mais pour créer ce lien institutionnel, il y a un préalable aujourd'hui historique. Il faut purger un certain nombre de passions. Quand on parle de diaspora, c'est vrai, il y a ces diasporas dont on parle, mais il y a des diasporas encore plus initiales qui partent de l'esclavage et pour qui le départ du Cameroun, de l'Afrique, se fait dans la douleur. Même les diasporas, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, pour eux, c'est une forme d'exil vers un avenir meilleur. Et donc, aujourd'hui, si on veut recréer ou créer un lien institutionnel avec ces diasporas-là, il faut purger véritablement ces passions. Et je pense que tant que ce préalable-là, ou cette forme de réconciliation, et qui demande à ce que nos États aussi fassent une démarche en ce sens-là, on ne pourra pas avoir de véritable stratégie d'engagement. Donc c'est ce que je voulais dire un peu pour démarrer la réflexion et l'échange, et je pense que j'aurai l'occasion peut-être de revenir un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied comme stratégie d'engagement pour les diasporas. Merci, merci Maître pour ce témoignage, en tout cas ces pistes de réflexion. Ça veut dire déjà des pistes pour la 10e édition, hein, donc si je puis dire. Tu as évoqué à juste titre les efforts qui peuvent être faits par les États, les initiatives institutionnelles. Je disais tantôt que nous avons la chance sur ce panel d'avoir la représentation nationale. Qui mieux que le législateur peut, ressentant, connectant les poules, n'est-ce pas, du peuple, n'est-ce pas, proposer. Et plus que proposer, légiférer. Légiférer de manière extrêmement concertée avec l'exécutif pour engager un pays sur le chemin d'une question quand même sensible, difficile, passionnante, mais en tout cas exigeante. Et donc c'est un peu le rôle que le Parlement camerounais, dans sa double composante,
Assemblée nationale et Sénat, a confié à l'honorable Louis-Henri Ngancha, qui a spécialement fait le déplacement pour nous rencontrer, pour échanger avec nous, pour aussi voilà, écouter, s'inspirer, croiser de manière comparée avec les autres expériences. Et demain, l'honorable, certes, participera à la table ronde consacrée à la diplomatie économique, mais il a tenu à, voilà, à écouter et puis aussi un peu à, je dirais, préconclure, n'est-ce pas, ce panel. Donc je voudrais, honorable, vous remettre voilà, le micro. Bonsoir à tous. Merci Pierre pour l'invitation envoyée au Parlement camerounais. Je voudrais d'abord te féliciter pour ce que j'ai vu. C'est la première fois que je viens en journée. Tu es à la 9e édition. J'ai vu du monde aujourd'hui. Un ancien Premier ministre, des ambassadeurs, des universitaires, des hommes politiques, des chercheurs, des entrepreneurs et tout un tas de personnes, sociétés civiles, ainsi de suite. Alors, au nom du Parlement camerounais, je tiens à te féliciter. Tu es un digne fils du Cameroun, un digne fils de l'Afrique. Ça, il faut le dire. Je suis très heureux, vraiment très ému de voir ce que tu peux faire et je suis très content de voir tous ces Africains, que ce soit de l'Afrique du Nord, malgaches, qui sont là pour t'accompagner. C'est ce qu'il faut. Vous devez être solidaire dans la diaspora. Madame l'a dit tout à l'heure, la structuration, c'est ça, il faut être solidaire. Et c'est pour ça que nous avons des difficultés, certes, dans notre diaspora. Moi-même, je suis de la diaspora. Ça fait 37 ans que je suis en France. Aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai été maire avant. Je ne peux pas vous dire exactement comment je me suis retrouvé à tous ces postes, mais c'est le destin. On a créé le réseau à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de réseaux. Un réseau, c'est quoi? C'est un outil qui permet à un groupe de parlementaires de se réunir, d'identifier un sujet important qui se pose à la société, de travailler à interpeller le gouvernement si ça n'en est pas saisi, et d'accompagner le gouvernement, si le gouvernement traite déjà de ce sujet, à trouver des solutions idoines. Le réseau est né par arrêté du président de l'Assemblée nationale, signé le 29 avril 2020. Et tous les parlementaires de tous bords politiques sont membres de ce réseau. Il s'appelle Réseau des parlementaires sur la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Pourquoi? Nous voulions montrer comment la diaspora peut agir, l'importance de la diaspora. La diaspora peut agir de manière directe en investissant. Ça peut être un investissement économique, ça peut être un investissement intellectuel. La diaspora peut agir dans le cadre de la coopération décentralisée en soutenant, en jouant le rôle d'ambassadeur pour des communes d'origine dans leur pays de résidence. Nous avons aujourd'hui, pour la France seulement, près de 300 élus français d'origine camerounaise. Donc, ils peuvent, chacun d'eux peut être un relais, un tuteur pour les communes camerounaises, soit sa commune de naissance ou une autre commune. Parce que vous savez que nos communes, dans nos pays en Afrique, près de 95% de nos communes sont des communes rurales, dont n'ont pas des moyens pour leur développement. Tout pays pris en compte. Donc, ils ont besoin, et la coopération décentralisée internationale, c'est un vaste marché où chacun doit se battre pour avoir un petit bout et qui peut compléter les efforts que font les gouvernements, parce que quand une commune, pour s'en sortir, a essentiellement besoin de soit des impôts locaux. Très peu, quand on est une commune rurale, on ne prélève pas beaucoup d'impôts, parce qu'il n'y en a pas. Il y a l'investissement public. Nos pays font face à beaucoup de difficultés, donc ce n'est pas suffisant. Il faut compléter ça par la coopération décentralisée internationale et l'intercommunalité, que vous maîtrisez très bien. Vous venez parler, vous avez dit tout à l'heure que vos collègues
est membre de la... élu métropolitain. C'est l'intercommunalité, vous faites de l'intercommunalité là-bas. Donc, ce qui fait que nos communes ont des difficultés à avoir une part, surtout les communes camerounaises, moins de 1% des communes camerounaises ont des partenariats au niveau de la coopération décentralisée internationale. Parce qu'il manque de liens humains, il manque de relais. Donc, la diaspora peut aider en soutenant sa commune. Si vous êtes à Bordeaux, je ne sais pas, dans, disons, premier arrondissement, je ne sais pas si c'est par arrondissement ici, un Camerounais qui vit ici, à Bordeaux, qui est depuis presque 15 ou 20 ans, qui va voir le maire en lui disant « Monsieur le maire, je vis dans telle commune, à telle adresse, je travaille à tel endroit, mes enfants fréquentent telle école. Nous sommes tellement intégrés que nous souhaitons qu'il y ait un lien entre notre commune et la commune, nos communes de naissance au Cameroun. » Ça change tout dans la tête du maire. Alors que si c'est le maire camerounais qui écrit à ce maire qui ne le connaît pas, il ne regardera même pas, puisqu'ils ont beaucoup de demandes. Et encore plus, quand c'est les élus, si c'est les élus qui vont faire ces démarches, ils peuvent aider. C'est pour ça qu'on a mis coopération décentralisée. Maintenant, coopération transfrontalière. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes à nos frontières. Il y a des tensions à nos frontières. Et ces tensions-là, les causes, on les connaît. Soit il y a l'instabilité chez le voisin, et les gens fuient pour venir se réfugier, et ça crée parfois des tensions avec les riverains. Soit c'est la pauvreté. Quand vous savez qu'on n'avait rien à manger et que chez le voisin il y a à manger, vous y allez. C'est l'instinct de suivi. Donc il y a toujours des tensions. Or, quand on dit que deux pays sont frontaliers, en réalité, c'est deux régions qui sont frontalières, c'est deux départements, c'est deux communes. Si les élus des deux régions frontalières, maires, députés, sénateurs, avec la société civile, des personnes ressources, se mettent ensemble, identifient un sujet d'intérêt commun qui peut permettre aux populations de deux bords de trouver profit pour se nourrir, il y aura très difficilement de tensions dans ces zones. Parce qu'ils ont intérêt à vivre ensemble, ils y trouvent de quoi se nourrir. Et donc, du coup, s'ils associent leur diaspora à ce projet, il y a des fonds disponibles au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Banque mondiale, les fonds sur les migrants. Dès qu'il y a un problème, tout de suite, on alerte les parrains et on peut régler les problèmes. Donc, c'était pour montrer combien la diaspora peut être importante. Mais maintenant, les problèmes de la diaspora, il faut une stratégie. Il faut une stratégie. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Chacun, dans son intervention, a dit des choses pertinentes. Ils sont vrais. Mais maintenant, on fait comment? Le diagnostic, on peut dire, on le sait, on sait ce qui se passe, on sait, il y a des difficultés. Mais il faut une stratégie. Et c'est pour ça que je dis à mes frères et sœurs de la diaspora, tout pays confondu, n'oubliez jamais que vous avez certes des choses à apporter dans vos pays respectifs, un savoir-faire utile. Mais vous avez également des faiblesses. Le fait d'être parti très longtemps, le fait de ne pas être sur le territoire, c'est une faiblesse. Donc vous ne gagnerez pas seul. Il faut combiner avec ceux qui sont sur le terrain. Et la première des choses, c'est l'humilité. Il faut être humble. Quand on part, on doit avoir respect et considération pour ceux qui sont restés se battre pour que ce pays continue à rester debout. C'est la première des choses. Il faut travailler à ce que la mayonnaise prenne. Donc c'est ça. Et je dis, n'oubliez jamais également que nos pays sont des jeunes nations. Vous vivez dans des vieux pays. La France, par exemple, c'est un vieux pays. Vous prenez tous les pays africains, ils ont eu l'indépendance en 1160. Ce n'est pas vieux, ça. Et si vous prenez les premières années, les premières 60 années de la France et les 60 premières années de n'importe quel pays en Afrique, nous n'avons pas à avoir honte de ce qui se passe chez nous, parce que les 60 premières années de la France, c'était horrible. Il faut revisiter l'histoire. Comparaison n'est pas raison, mais parfois il faut revisiter l'histoire pour éviter les mêmes erreurs. Je dis, il y a beaucoup de choses à porter. Aucun pays africain ne peut être fier à 100% de ce qu'il réalise. Parlant du Cameroun, je vois des lignes bouger. Tout le monde sait aujourd'hui que la diaspora
est une valeur ajoutée pour n'importe quel pays en Afrique. Nous ne nous en sortirons pas si nous ne travaillons pas avec notre diaspora. Nous avons besoin de la diaspora. La diaspora a besoin de se sentir attendue, de se sentir aimée. Il faut travailler à lever toutes les barrières inutiles et c'est ce que nous faisons au Parlement aujourd'hui. Nous avons un réseau au Parlement qui est là. Le rôle essentiel du Parlement, c'est légiférer, étudier, voter les lois, contrôler l'action gouvernementale, mais nous avons opté pour une troisième voie, qui est l'accompagnement du gouvernement, parce que nous savons que c'est difficile. Et si on veut, ce travail, nous le faisons avec passion, parce que si nous ne réussissons pas à intégrer ceux d'aujourd'hui, nos enfants qui naissent ici seront perdus pour l'Afrique, et leurs enfants encore demain. Donc, on est obligé de travailler, se donner la main pour réussir. C'est indispensable. Merci, merci honorable. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur la place de cette diaspora dans la diplomatie économique croisée entre la France, l'Europe et l'Afrique. Je vous propose de passer, pour conclure un peu ce moment, à cette vidéo qu'a enregistrée avant de devoir prendre le train. Donc, notre ami Hakim El Karoui. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette grande journée du dialogue entre la France et l'Afrique. Moi, je vais représenter une Afrique qui est plutôt une Afrique du Nord. On a beaucoup entendu une Afrique subsaharienne. Au passage, je voudrais rappeler que l'Afrique, c'est un continent. Il n'y a pas le Nord et puis l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. C'est un seul continent. Et je pense que c'est très important qu'en France, les Africains du Nord et les Africains de l'Ouest ou d'Afrique centrale se parlent. Parce qu'ils ont des problématiques communes, ils ont une destinée commune d'une certaine manière. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est d'un travail que j'ai fait, qui va paraître bientôt, avec l'Institut Montaigne, sur l'intégration des enfants d'immigrés. Vous savez que la campagne présidentielle française, elle a été compliquée, un peu chaotique. Il y a les événements qui se passent aujourd'hui en Ukraine qui sont dramatiques. Mais il y a eu, depuis en gros le début du mois de septembre, avec l'irruption d'Éric Zemmour, mais aussi de Marine Le Pen dans la campagne, un très très fort tropisme sur la question de l'immigration, sur la question de l'intégration, et d'une façon qui n'était pas bienveillante pour les enfants d'immigrés, et notamment de l'immigration africaine. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est comprendre quelle était la situation. Parce qu'on vit avec des idées reçues, on vit avec des clichés sur ces enfants-là. Et donc, d'abord, je vais rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 10% de la population française, à peu près entre 6 et 7 millions de personnes, qui sont immigrées. Immigrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire étrangers nés à l'étranger. Si on remonte à la génération d'avant, on est à 20%. Et si on remonte à encore une génération, c'est-à-dire celle des grands-parents, on est à 30%. Donc il y a 30% des Français qui ont un lien avec l'immigration. Cette immigration, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'immigration africaine, c'est d'abord l'immigration européenne. Aujourd'hui, l'immigration africaine, quand on remonte à 2 générations, ou à 3 générations, celle des grands-parents, c'est 7% de la population française. Il y a 7% de la population française qui a un lien avec le Maghreb, l'Afrique du Nord, pardon, et puis il y a 3% qui a un lien avec l'Afrique subsaharienne. Donc au total, il y a 10% des Français, des gens qui vivent en France, qui ont un lien avec l'Afrique. Voilà, je me suis trompé dans le chiffre, c'est 10%, c'est pas 7%. 10% sur 3 générations. Et les 20 autres pourcents, ce sont essentiellement des Européens qui viennent d'Italie d'abord, et puis d'Espagne et du Portugal. Alors, quelle est la situation de ces 10% de Français? Elle est assez contrastée. Ce qu'on voit, c'est que, d'abord, elle n'est pas homogène entre les groupes. Il y a ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ceux qui viennent d'Afrique, notamment de la bande sahélienne, et puis il y a ceux qui viennent du Golfe de Guinée. Comment on connaît le détail? Parce que l'INSEE fait des statistiques, et notamment avec l'enquête emploi, qui permettent de savoir, origine par origine, lieu de naissance des parents par lieu de naissance des parents, quel est le destin social et professionnel de ces jeunes Français. Ce qu'on voit, c'est que la situation la plus difficile est celle des enfants de Maghrébins. Ils sont venus, en fait, bien souvent, peu qualifiés, les parents, les grands-parents. Et aujourd'hui, on a 23% d'entre eux qui sont sans diplôme et sans qualification. Là, je parle des jeunes. 23%, c'est extrêmement élevé. Les enfants de portugais, c'est 13%. Pour les subsahariens, la situation est meilleure, puisqu'on est à 16% seulement, c'est déjà beaucoup,
qui sont sans diplôme et sans qualification. Et la moyenne nationale, elle est plutôt à 10%. Ce qu'on voit aussi, c'est que le destin social entre les générations des enfants d'Africains subsahariens s'améliore. C'est-à-dire que les enfants réussissent mieux que les parents. Sachant que les parents, il faut distinguer les origines. Ceux qui viennent du Sénégal et du Mali étaient souvent moins qualifiés que ceux qui viennent ou qui sont venus de Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou du Congo, des deux Congos. Et donc aujourd'hui, on a une dynamique d'ascension sociale des enfants d'Afrique subsaharienne, notamment du Golfe de Guinée, qui est très marquée. En gros, on a 2 fois plus de cadres chez les enfants que chez les parents, alors que chez les Maghrébins, on voit qu'il y a une forme de stagnation. Il y avait en gros 20% de cadres chez les parents, et aujourd'hui, on est toujours à 20% de cadres. Ce qu'on voit par contre, c'est que chez les jeunes, il y a une partie de la jeunesse, et notamment les garçons, qui se trouvent en très grande difficulté et qui est dans une difficulté sociale et professionnelle qui est plus importante que celle de leurs parents immigrés. Et puis je voudrais dire un mot sur la différence entre les garçons et les filles. C'est un paradoxe. Les filles s'en sortent mieux que les garçons. Je parle des filles d'immigrés. Pourquoi? D'une certaine manière, parce qu'elles sont plus contrôlées par les familles. Les familles ont peur pour leurs filles. Donc elles les empêchent d'aller notamment dans les cités où il y a une surreprésentation des immigrés. Et puis les filles investissent plus à l'école, dans un contexte où les filles en France, quelle que soit leur origine, réussissent beaucoup mieux que les garçons. Le résultat, c'est que les filles d'immigrés aujourd'hui, venues d'Afrique, ont le même destin social que les filles françaises, qui sont françaises de longue extraction. Par contre, les garçons, ils ont un destin social qui est très nettement dégradé, et notamment pour les garçons d'origine du nord de l'Afrique. Tout ça pour dire que quand on parle des diasporas, il faut parler des élites. C'est très important de parler des élites. Le président de la République a beaucoup insisté, et je pense que c'est une des grandes innovations de son mandat, sur les élites, mais il ne faut pas oublier ceux qui, d'une certaine manière, fabriquent la représentation que la population française a de l'immigration, de l'intégration des enfants d'immigrés. Ceux-là, ils sont, pour certains d'entre eux, pauvres, mal insérés, ils habitent dans des quartiers où la pauvreté est 3 fois supérieure au reste de la population nationale, et en fait, très peu est fait pour eux. Donc aujourd'hui, dans la dynamique franco-africaine, pensons à eux, essayons de leur dire qu'ils ont peut-être une place dans le dialogue, dans le mouvement, dans la circulation, et puis faisons aussi pression en France auprès des décideurs pour qu'ils ne les oublient pas, pour qu'ils ne les stigmatisent pas. Éric Zemmour vient de proposer un ministère de la remigration. La remigration, c'est quoi? C'est la déportation. La déportation, c'est quand on veut expulser des gens contre leur gré. C'est ce qu'il veut faire. Pour ça, contre cela, je crois qu'il faut se battre. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, je voulais apporter ce témoignage pour le rappeler et vous mobiliser. Merci. Merci beaucoup. Donc nous nous retrouvons demain, mes chers amis, nous nous retrouvons demain sur la dernière journée de cette édition. On aura le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants autour de différentes tables rondes, non moins significatives. Celle d'abord portant sur le numérique, celle également sur la diplomatie économique, les industries culturelles et créatives, et bien sûr, je ne dirais pas la cerise sur le gâteau, mais en tout cas un moment très fort avec l'accueil du nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Alors je ne sais pas où on en est avec le score. Voilà, donc on aura le plaisir de l'accueillir ici et il pourra nous apporter effectivement les premières sensations, les premières émotions, n'est-ce pas, de ce match qui n'est pas encore terminé d'ailleurs. Hein. Voilà, qui n'est pas encore terminé. Et donc là, on sera ici avec Samuel Eto'o, après le numérique, les industries créatives et culturelles, la diplomatie économique. Merci en tout cas pour votre participation pour cette journée et à demain.